À la une de l'actualité ce soir, le nouvel ambassadeur de France au Burkina, Xavier Lapère de Cabané, présente ses lettres de créance au président du Faso. Il le succède à Gilles Thibault. Xavier Lapère de Cabané, 53 ans, désormais le représentant de la France au Burkina, est à sa première expérience africaine. Ce matin également, le nouvel ambassadeur de Danemark pose ses valises à Ouagadougou. Images et témoignages de la cérémonie dans cette édition. Et puis sur le front économique, des hommes d'affaires français sont réunis pour un forum de chefs d'entreprise dans le but de redonner un nouvel élan aux investissements français dans le pays. Une opportunité à saisir pour les hommes d'affaires burkinabés afin de nouer des partenariats gagnant-gagnant. À suivre dans cette édition. Aux États-Unis, c'est un débat agité auquel on a assisté hier soir entre les candidats à la Maison-Blanche. La démocrate a assurément marqué des points, mais la presse américaine critique surtout le manque de préparation du candidat républicain face à sa rivale démocrate lors de ce premier débat télévisé. Ce sont là les titres de votre 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Le Burkina Faso accueille donc deux nouveaux ambassadeurs. Il s'agit de celui de France, Xavier Lapère de Cabané, et du Royaume de Danemark, Oulia Tawa. Ils ont présenté ce matin leur lettre de créance au président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Le témoignage de la cérémonie avec Jean Zongo et Bouma Ernest Nébié. Le nouvel ambassadeur de Danemark au Burkina s'appelle Oula Ntaouya. Elle est allée présenter ce matin ses lettres de créance au président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Elle couvre également le Niger, le Bénin et le Tchad. Née le 3 mars 1968 au Danemark, Oula Ntaouya connaît déjà le milieu de la diplomatie. Elle a été, entre autres, de 1999 à 2001, fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères du Danemark, première secrétaire à l'ambassade du Danemark au Ghana de 2001 à 2004, chef de la coopération à l'ambassade de Danemark au Burkina de 2007 à 2012 et de 2012 à 2016, directrice adjointe à la direction de l'aide humanitaire au ministère des Affaires étrangères du Danemark. À la suite de la diplomate danoise, le nouvel ambassadeur de la France au Burkina, Xavier Lapère de Cabané, même acte, remise de lettres de créance au président du Faso. Né le 29 décembre 1963, le successeur de Gilles Thibault au Burkina est nanti du diplôme de l'Institut d'études politiques. Il est conseiller des affaires étrangères hors classe. Xavier Lapère de Cabané, avant de déposer ses valises au Burkina, était ambassadeur en Bulgarie. Au palais de Kosiamo, toujours le président Roch-Marc Christian Kaboré reçoit le président du Parlement panafricain, Roger Nkodo Ndang. Il est arrivé hier pour prendre part à l'ouverture de la deuxième session parlementaire de l'Assemblée nationale. Roger Nkodo Ndang est porteur de messages. On l'écoute au micro de Tanga Kafando. Accompagné par le président de l'Assemblée nationale, Salif Diallo, Roger Nkodo Ndang, le président du Parlement panafricain, est venu échanger avec le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré, sur les questions de sécurité et d'humanitaire en Afrique et les perspectives de développement au Burkina Faso. Tout a été très bien. Nous avons parlé de la situation d'insécurité qui sévit en Afrique centrale. Mais aussi, nous avons évoqué les perspectives de développement au Burkina Faso. Et je voudrais profiter ici pour inviter tous les Burkinabés à l'union sacrée de cœur. Le développement n'est possible que dans la paix. Que nous soyons d'obédience, opposition ou majorité, nous devons tous regarder ensemble aujourd'hui pour que le Burkina puisse se développer. Le Parlement panafricain est une assemblée consultative composée de 5 députés par pays de l'Union africaine et le président Ndang dit avoir échangé avec un aîné, Roch-Marc Christian Kaboré, ayant été président du Parlement, président des organisations interparlementaires. Le président du Parlement panafricain n'est pas le seul à venir assister à l'ouverture de la session parlementaire. Cet après-midi, le président du Parlement béninois est arrivé également à Ouagadougou, Estelle Judith Assogba. Les relations d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et le Bénin sont au beau fixe. C'est ainsi qu'il existe une coopération entre les parlements de ces deux pays frères. Estimant qu'une occasion lui est offerte pour rendre une visite de courtoisie et d'amitié à son homologue burkinabé, son Excellence Adrien Oumbédi dit être satisfait d'avoir pu effectuer le déplacement de Ouagadougou. Nous n'étions pas là au moment de l'investiture du président, mais nous avons tenu à saisir la première occasion possible pour venir lui témoigner de notre sympathie et de notre sympathie pour l'Assemblée nationale de Burkina Faso. Ensuite, vous savez qu'il existe entre nos deux parlements une coopération
interparlementaire ancienne qui fait que nous avons toujours parlé, sinon d'une seule voix, mais de la même voix dans les forats, dans les instances interparlementaires internationales. L'occasion est belle pour le président du Parlement béninois et sa délégation pour réactiver les relations de coopération qui ont toujours existé entre les deux pays. Les relations franco-burkinabè au centre des échanges entre le vice-président de l'Assemblée nationale française et le Premier ministre Paul Kaba-Tieba. David Habib et Paul Kaba-Tieba ont abordé des questions relatives à la sécurité, au développement et à l'aménagement du territoire. C'était au cours d'une audience accordée cet après-midi aux parlementaires français. Nongba Kouda, Aruna Mari. Poignée de main entre Paul Kaba-Tieba et David Habib, le vice-président de l'Assemblée nationale française. Une poignée de main qui en dit long sur les relations franco-burkinabè. Les questions de développement étaient au cœur de ces échanges. On a pu à la fois faire le point sur les questions de sécurité, sur les questions de développement économique, sur la politique d'aménagement du territoire. Ça a été un vrai plaisir. En plus, chacun le sait ici, c'est un homme de culture, de par son expérience multiple à la Caisse des dépôts et consignations, qu'il m'a parlé, qui a une vraie vision je le répète, du développement du Burkina Faso et en même temps, je le répète aussi, des relations que nos deux pays doivent entretenir. Pour David Habib, ces échanges permettent de consolider les relations entre les deux pays, des relations que le parlementaire français espère toujours voir se renforcer. Sur le front économique, des hommes d'affaires français et burkinabè travaillent à consolider le climat des affaires et lancer le développement économique au Burkina. Depuis ce matin à Ouagadougou, ils sont réunis pour un forum des chefs d'entreprise dans le but de redonner un nouvel élan aux investissements français dans le pays. Une opportunité à saisir pour les hommes d'affaires burkinabè afin de nouer des partenariats gagnant-gagnant. Le Premier ministre Paul Kaba-Tieba, qui a présidé la rencontre, s'est voulu rassurant quant à la situation sécuritaire qui pourrait inquiéter Paul Kaba-Tieba. Pour Paul Kaba-Tieba, la situation est sous contrôle. Moumouni Soubega, Roger Kam. Face au chef d'entreprise français, le Premier ministre chef du gouvernement démontre que le Burkina est une terre propice aux investissements. Du secteur des mines à l'agriculture en passant par les transports, les atouts sont nombreux et diversifiés selon Paul Kaba-Tieba. Le secteur minier est considéré comme étant l'un des plus promoteurs d'Afrique. Son potentiel de croissance demeure élevé au regard des réserves identifiées. Les agropoles de Bagré, de la vallée du Sourou et bientôt de Samandini sont particulièrement favorables aux investissements étrangers en la matière. Au plan institutionnel, de nombreuses réformes sont également initiées pour favoriser les investissements. Objectif, redynamiser la croissance, créer des emplois et réduire la pauvreté au Burkina. Le délai de création d'une entreprise est désormais de 24 heures seulement, contre 5 jours auparavant. Les réformes déjà mises en œuvre ont également contribué à satisfaire les attentes des entreprises en termes de simplification de la législation et des procédures fiscales. Dès l'ouverture du Forum d'affaires France-Burkina, les opérateurs économiques burkinabè ont également renouvelé leur souhait de nouer un partenariat d'affaires avec les entreprises françaises. Pour le président du MEDEF, le mouvement des entreprises de France, les conditions sont réunies pour le partenariat, seul gage du développement des affaires. Jamais une délégation de représentants des entreprises françaises aussi importante avait eu lieu dans un pays du Sahel. De multiplier les échanges, de se renforcer et d'investir. Et de ce point de vue, ce qui se passe au Burkina Faso, l'action entreprise par son Excellence, le Président de la République et son gouvernement, pour consolider le climat des affaires, pour relancer le développement économique, est une réponse importante. Le Forum d'affaires France-Burkina se tient à la suite d'une invitation du président du Faso lors de sa rencontre avec le MEDEF à Paris en avril dernier. Avec ce forum, les deux pays entendent ainsi consolider leur partenariat sur plusieurs fronts et contribuer à la croissance économique des deux États. Le Premier ministre a également invité les chefs d'entreprise français à participer activement à la table ronde des partenaires du Burkina pour le financement du PNDES qui se tiendra les 7 et 8 décembre à Paris. Un forum qui a atteint ses objectifs, c'est l'appréciation des deux parties qui étaient face à la presse ce matin. Elles ont décliné les domaines prioritaires pour redonner un nouvel élan
aux investissements franco-burkinabés. Estelle Judith Assogba. Pour cette première journée d'échanges commerciaux et d'opportunités d'investissement entre opérateurs économiques français et burkinabés, c'est un sentiment de satisfaction qui se dégage. Plusieurs projets dans les secteurs porteurs ont retenu l'attention des investisseurs français. J'étais sensible à la volonté de ce pays de se doter d'un réseau, d'un backbone, comme on dit, d'un réseau interne de fibres de grande qualité pour assurer à l'ensemble des citoyens, mais aussi aux entreprises de ce pays, un réseau de communication de qualité ouvert sur l'international. Donc, le deuxième projet qui m'ont beaucoup marqué, encore une fois il y en avait beaucoup, c'est dans le domaine de l'agriculture. On voit bien à la fois la part de l'agriculture dans votre produit intérieur brut, on voit bien ce que des investissements tout à fait accessibles permettraient de développer de manière assez considérable, rendant évidemment un service important au pays, à sa population, pour permettre cette fameuse croissance inclusive que tout le monde recherche. Vous êtes un pays minier, votre sous-sol regorge de richesses et de ressources. Pour ces investisseurs, l'enjeu de la sécurité est important dans un contexte d'attaque terroriste, mais se disent confiants quant aux dispositions prises pour sécuriser davantage le pays. Nous conduisons la plus grande délégation d'entreprises françaises au Burkina. C'est aussi une façon de dire notre confiance dans la manière dont les autorités surmonteront les enjeux de sécurité. Notre refus absolu de voir le terrorisme freiner la dynamique de développement économique. Cet enjeu-là, évidemment, nous le surmonterons, nous le gagnerons ensemble. La rencontre avec le mouvement des entreprises de France MEDEF s'étale sur 3 jours avec une table ronde sur les infrastructures et le développement urbain et une rencontre avec les bailleurs. Le grand rendez-vous très attendu est la conférence de Paris les 6 et 7 décembre prochains. Une conférence qui va permettre de mobiliser les financements autour des grands projets de développement du Burkina Faso portés par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Et en matière de développement, le Burkina Faso compte inverser les tendances d'ici à l'horizon 2020. Et ce, à travers un nouvel référentiel de développement, le PNDS, le Plan national de développement économique et social qui vise l'amélioration de la gouvernance et le développement du capital humain. Le plan est à ses débuts, mais il suscite déjà un intérêt au-delà des frontières du Burkina. Une délégation du Niger était ce 26 septembre à Ouagadougou pour constater, mais aussi pour comprendre davantage les détails de ce plan. On fait le point avec Roger Kam et Draman Guéné. La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, CEA, consent accompagner le Burkina dans la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social. Cet appui va concerner la mobilisation des différentes ressources, le processus de planification ou encore l'indice africain de développement économique et social. À cette rencontre, les acteurs techniques s'accordent sur les orientations de la mission. Vous savez que nous avons adopté le PNDES avec de grandes ambitions et donc il va nous falloir une stratégie adéquate pour mobiliser aussi bien les ressources intérieures qu'extérieures. Nous allons pouvoir échanger sur tous ces dossiers et déterminer dans quelle mesure est-ce que la CEA peut venir accompagner donc, le Burkina pour une réussite des réformes qui sont en cours ici au Burkina. En marge de cette rencontre, la CEA accompagne une délégation nigérienne qui veut s'enquérir de l'expérience du Burkina en matière d'élaboration des pôles de croissance. Connaissant l'expérience du Burkina Faso dans le domaine des pôles de croissance, nous avons sollicité auprès du ministère des Finances de voir l'expérience du pôle de croissance de Bagré. La délégation nigérienne veut aussi s'informer sur la finalisation de la politique communautaire d'aménagement du territoire en cours au Burkina. Avec donc la CEA comme modératrice, les deux parties ont une semaine pour proposer des solutions à même de relancer l'économie du Niger et du Burkina. Et pour le développement du Burkina, l'économie du pays est fondée en priorité sur l'agriculture. Et comment cultiver la même terre aussi longtemps sans qu'elle ne se dégrade? La question taraude des experts réunis depuis ce 27 septembre à Ouagadougou. Ils réfléchissent aux solutions innovantes en la matière. Konsoum Koulibaly, Tanga Robert Kafando. C'est un cadre d'échange, d'apprentissage et de réseautage pour une agriculture durable. Les participants à ce forum ont 3 jours pour réfléchir sur les mécanismes de réadaptation au changement climatique, à la promotion de l'agrobusiness
et l'accroissement des chaînes de valeur en agriculture. On a aussi d'autres thèmes sur la pêche, sur l'élevage de poules. En tout cas, c'est un pléthore de thèmes que nous avons réunis, donc tout juste pour aider les petits fermiers et aussi les personnes qui travaillent avec eux. C'est d'équiper nos braves paysans, de les rendre beaucoup plus efficaces, de les rendre beaucoup plus opérationnels face au changement climatique et aux difficultés majeures liées à l'agriculture. Et le parrain de ce forum, le Lalé Naba Tigré, chef coutumier attaché à la terre, est venu partager son expérience avec les forumistes. Vous savez, dans notre culture, dans notre tradition, il n'était pas vraiment indiqué de planter des arbres. C'était seulement l'agriculture, la monoculture. Et aujourd'hui, avec les changements climatiques, il est important pour nos sociétés d'intégrer l'agroforesterie, c'est-à-dire associer les arbres avec les cultures vivrières. La terre est une vie et aujourd'hui, il faut le savoir plus que jamais pour savoir qu'elle se meurt et elle a besoin d'être entretenue. La rencontre est organisée par l'ONG américaine ECHO, Educational Concern for Hunger Organization, et l'objectif est de permettre aux fermiers d'exploiter le plus longtemps la même terre sans qu'elle ne se dégrade et lutter durablement contre la faim dans le monde. Des solutions innovantes, mais aussi des financements innovants pour la gestion durable des terres par les collectivités locales. Des organisations de 5 pays de la sous-région sont à Ouagadougou pour comprendre les questions de planification territoriale, mais aussi la capacité à collaborer par la mise en place d'une gouvernance multi-acteurs à la question du financement et enfin à l'axe orienté sur la communication autour des projets en rapport avec la gestion durable des terres. Explication, Mathias Drabo, Yolande Lompo. Les collectivités locales du Mali, du Tchad, du Sénégal, du Niger et du Burkina Faso mutualisent leur expérience pour lutter contre la paupérisation et l'abandon des territoires ruraux par leurs habitants. Et pour y parvenir, elles devront apprendre à mobiliser des financements et à porter elles-mêmes des projets pour leur territoire. Cette rencontre s'inscrit dans la composante régionale du projet Fleuve, un projet mis en œuvre dans le cadre de l'initiative Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel. Ça va permettre de produire quelque chose de plus riche et de plus facilement adaptable derrière pour qu'il soit diffusé dans l'ensemble de la sous-région où en fait il y a une problématique en termes de gestion durable des terres qui est relativement similaire. Il y a plusieurs axes en fait sur lesquels on a travaillé et qui ressortent. Un premier axe qui est fondamental, c'est la question de la planification territoriale. Un deuxième axe, c'est sur la capacité à collaborer et donc à mettre en place une gouvernance multi-acteurs. Et un dernier axe qui est un axe plutôt orienté sur la communication et la sensibilisation. La désertification n'étant pas une fatalité, ces 5 pays sahéliens mettront à profit ces 72 heures afin de trouver des solutions qui soient à la fois adaptées aux besoins de leur territoire et acceptées par tous les acteurs concernés. Et puis le gouvernement burkinabé a rencontré ce matin le syndicat national des travailleurs de l'information et de la culture. La rencontre censée porter sur les négociations entre le syndicat des travailleurs des médias publics au Burkina et le gouvernement devait donc tourner autour des points comme la révalorisation de la grille salariale et de meilleures conditions de travail. Oumou Sissé. Les discussions sont ouvertes entre les délégués du SYNATIC et les représentants de 3 ministères, à savoir la communication, la fonction publique et les finances. Les échanges portent sur les revendications des travailleurs des médias publics. Et pour le syndicat, l'heure n'est plus au dilatoire. Aujourd'hui, pour nous, il s'agit donc d'avoir les propositions qui pourront être, en tout cas, des pistes de sortie de la crise, notamment des propositions concrètes sur les rémunérations des travailleurs des médias publics et du SIG, et aussi les autres points dont certains sont en chantier. Donc on veut des réponses claires et nettes. Pour le ministre en charge de la communication, l'impératif est d'arriver à un climat social apaisé. Les négociations doivent se tenir dans un cadre légal. Il y a des implications qui parfois sont beaucoup plus importantes que notre seul cadre. Donc il faut qu'on discute pour voir ce qui est sérieux et peut s'adresser spécifiquement aux travailleurs du monde de la communication que faire bouger les choses. Pour le reste, je pense qu'il y a des discussions beaucoup plus larges, notamment avec
les centrales syndicales et dans le cadre de la discussion gouvernement-partenaires sociaux, un certain nombre de questions peuvent être abordées à ce niveau-là. Si au sortir des négociations, rien de concret n'est proposé, le SYNATIC dit maintenir son mot d'ordre de grève de 72 heures à compter du 3 octobre. Et aux dernières nouvelles, le SYNATIC n'est pas satisfait des propositions du gouvernement, mais toutefois, le dialogue n'est pas rompu selon les deux parties. Des chercheurs qui cherchent et trouvent, on en trouve au CNRST, le Centre national de recherche scientifique et technologique, mais le hic, c'est qu'ils ne sont pas souvent connus du grand public, d'où ces journées portes ouvertes du centre. Une occasion de présenter largement les résultats de la recherche au Burkina. Mathias Drabo, Nathalie Sawadgo. Assurer la coordination de l'ensemble des activités de recherche et d'innovation, c'est l'une des missions que s'est fixée le CNRST, jadis appelé Institut français d'Afrique noire. Créé en 1949, le Centre national de recherche scientifique et technologie a aujourd'hui 67 ans. Plus d'un demi-siècle au service du développement socio-économique du Burkina. La marche a été longue, un parcours couronné de succès, mais aussi parsemé d'embûches. Et ces journées portes ouvertes qui se profilent à l'horizon seront une occasion pour le centre de mieux se faire connaître par le public burkinabé. Le CNRST a pas mal de résultats, pas mal de potentiel, pas mal d'expertise. Donc nous avons constaté que si nos partenaires directs, qui sont des partenaires scientifiques et des partenaires techniques et financiers, connaissent bien nos laboratoires, nos chercheurs, nos résultats, ce n'est pas le cas du grand public. Donc c'est vraiment l'occasion d'ouvrir nos portes, amener tout le monde à venir découvrir le CNRST et connaître nos résultats, établir de nouveaux partenariats. Du 29 au 30 septembre prochain, le CNRST va s'ouvrir au grand public avec au menu plusieurs activités. Présent dans 19 localités du Burkina, le CNRST a pour ambition de se rapprocher des utilisateurs des produits de sa recherche. Et puis le ministre en charge de l'environnement vient de lancer ce 25 septembre à Bobo-Dioulasso des ateliers régionaux pour la maîtrise de la mise en œuvre du projet du Centre régional de formation Barefoot au collège au Burkina Faso. C'est un projet qui fait la promotion de l'énergie solaire. Le centre sera basé à Manga dans le centre sud et concerne uniquement les femmes. Hassan Gourabou, Ali Traoré. Le Burkina Faso vient de bénéficier d'un projet sur l'utilisation de l'énergie solaire. Avant la mise en œuvre de sa première phase, qui est celle de la formation, le ministre en charge de l'environnement échange ici à Bobo-Dioulasso avec les acteurs impliqués. Des échanges qui vont permettre de mieux baliser le terrain. C'est une opportunité pour le Burkina Faso de pouvoir abriter un centre régional en matière de formation sur les énergies renouvelables. La spécificité du projet, ce n'est pas un projet pour ceux qui sont allés à l'école, c'est pour montrer que même si on n'est pas allé à l'école, on peut avoir les mains et l'intelligence de pouvoir participer au développement du Burkina Faso. Nous avons eu la chance d'envoyer 2 promotions en Inde pour apprendre comment, en tout cas, participer au développement du Burkina à travers les énergies renouvelables. Et ce sont ces 2 promotions qui seront chargées d'assurer la formation sur le projet. Une formation qui concerne uniquement les femmes et qui s'étend aux autres pays de la sous-région. Ce n'est pas un centre où il faut avoir un diplôme pour accéder. Non, nous voulons que ceux qui ne sont pas allés à l'école aient aussi la chance de pouvoir, en tout cas, au regard de leurs connaissances et de leurs mains, pouvoir participer également par, bien sûr, à travers ces énergies renouvelables. Basé à Manga, le projet du Centre régional de formation Barefoot Collège a pour souci de réduire les conséquences environnementales négatives par la promotion des technologies renouvelables. Les travailleurs licenciés de Bissa Gold étaient en sitting ce 26 septembre. Ils réclament à leur ex-employeur le paiement de leurs droits à la suite de leur licenciement qu'ils jugent abusif et illégal. Après plusieurs tentatives de règlement à l'amiable restées sans suite, ces travailleurs déflatés se disent déterminés d'aller jusqu'au bout. Olopoda. 11 mois qu'ils sont au chômage après leur licenciement en octobre 2015.
Ce matin, les ex-travailleurs de la compagnie Bissa Gold sont de retour au siège de la société pour exiger de leur employeur le paiement de leurs droits. Nous avons eu récemment des rencontres avec le gouvernement en place qui nous a signifié que notre grève est légale parce qu'ils ont appelé l'employeur devant nous et devant nos syndicats, nos responsables syndicaux, notamment la CNTB, où ils ont déclaré ouvertement qu'ils vont payer ces droits aux travailleurs. Et jusqu'à aujourd'hui, je vous parle de quelque chose qui date du 21 avril. Jusqu'à aujourd'hui, Bissa Gold n'a pas fait bonne foi de payer ses droits. Alors, nous sommes face à une situation sociale où nos enfants doivent aller à l'école. Leur licenciement leur a été notifié avant le terme d'une grève légale, toute chose qu'ils jugent en contradiction avec la loi. Notre soutien, en tout cas à l'endroit des travailleurs, c'est que nous puissions les amener dans la légalité toujours, pacifiquement, à pouvoir acquérir leurs droits, les droits qui sont, comme vous l'avez constaté, non contestés auprès de Bissa Gold. Donc à ce titre-là, les actions sont multiples. Et pour le moment, nous sommes dans la phase des sittings. Et nous savons qu'à l'issue des sittings, s'il n'y a rien qui est fait, on pourra aller sur d'autres actions. Las d'attendre une solution à leurs revendications, ils appellent le gouvernement à se saisir du problème afin d'amener la société Bissa Gold à respecter les lois et textes en vigueur. Aux États-Unis, c'est un débat agité auquel on a assisté ce lundi soir entre les candidats à la Maison-Blanche. La démocrate a marqué assurément plusieurs points, mais la presse américaine critique surtout le manque de préparation du candidat républicain face à sa rivale démocrate lors de ce premier débat télévisé. Premier débat présidentiel aux États-Unis et plusieurs échanges tendus entre les candidats démocrates et républicains. Donald Trump a ainsi mis en cause la candidate démocrate sur l'utilisation de sa messagerie privée lorsqu'elle dirigeait la diplomatie américaine, alors que de son côté, Hillary Clinton a plusieurs fois accusé son rival de travestir la réalité et de dissimuler ses revenus. Je vais montrer ma déclaration de revenus contre l'avis de mes avocats dès qu'elle rendra public les 33 000 emails effacés. Dès qu'elle les rend publics, je montrerai mes revenus et c'est contre l'avis de mes avocats qui me disent de ne pas le faire. Pourquoi ne montre-t-il pas ses revenus? Je crois qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, peut-être qu'il n'est pas aussi riche qu'il le dit. Ensuite, peut-être n'est-il pas aussi généreux qu'il le prétend. Ou peut-être ne veut-il pas que les Américains et que vous tous qui nous regardez ce soir appreniez qu'il n'a pas payé d'impôts au niveau fédéral. Hillary Clinton a également accusé son adversaire de manquer de sang-froid alors que Donald Trump évoquait le manque d'endurance de sa rivale. Son attitude cavalière au sujet de l'armement nucléaire est profondément troublante. Un homme capable de perdre son sang-froid à la lecture d'un tweet ne devrait pas avoir accès au code nucléaire. Elle n'a pas l'allure, elle n'a pas l'énergie. J'ai dit qu'elle n'avait pas l'énergie et je ne crois pas qu'elle ait l'énergie pour être présidente de ce pays. Les derniers sondages d'intention de vote réalisés avant le débat donnaient à Hillary Clinton une avance d'1 point devant Donald Trump. On referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens de ce mardi. Les quotidiens reviennent sur la manifestation des ex-travailleurs de Bissa Gold. Les éditorialistes reviennent également sur les critiques essuyées par le pouvoir en place sur sa gouvernance. La revue de presse est signée Issa Lankwande. Les ex-employés de la compagnie minière Bissa Gold se font de nouveau entendre et les parutions du jour en font écho. 11 mois après leur licenciement qu'ils jugent abusif, ils ont manifesté devant les locaux de la société pour exiger le paiement de leurs droits. Et ce sont des manifestants très remontés que le quotidien a rencontrés. L'ex-délégué des travailleurs licenciés y explique que les péripéties qu'ils vivent depuis, leur espoir, soutient-il, est de voir les 116 travailleurs déflattés rétablis dans leurs droits. Des droits qui préoccupent peu les autorités qui ne font rien de leur avis pour que les travailleurs soient à l'aise, lit-on dans les éditions Le Pays. L'Express du Faso et le quotidien consacrent plutôt leurs éditos aux multiples critiques faites à la gouvernance MPP, qui veut donc abattre le régime de Roch Kaboré, s'interroge l'Express du Faso. À l'analyse des nombreuses critiques formulées par les leaders syndicaux, politiques et de la société civile,
Le journal se demande à qui peut bien profiter ces coups. Pour le quotidien, ce durcissement de ton des acteurs sociaux contre le régime ROC ne traduit qu'une seule chose, le devoir pour le pouvoir de garder à l'esprit que les événements qui ont précédé son avènement l'appellent à rendre des comptes. Certes, les critiques formulées, bien que fondées, doivent rester dans le cadre démocratique car le régime détient son pouvoir du peuple, argumente le journal. Le régime aussi, pointe-t-il, doit prendre de bon cœur les critiques qui lui sont faites, si tant est qu'elles sont constructives, car accepter la critique, conclut le journal, est un acte de grandeur. Sur un tout autre sujet, aujourd'hui au Faso nous informe que l'investiture du président gabonais Ali Bongo a lieu aujourd'hui. Après sa réélection plus que douteuse et les timides prises d'actes et de notes des chancelleries occidentales sur les faits, il pourra bien compter ses amis. Il a été tellement mal élu qu'il précipite son investiture, commente le pays, comme quoi, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Christine Koulibaly vous retrouve à 22h30 pour la dernière édition. D'ici là, excellente suite de programmes sur la RTB. Au revoir.